Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Ce matin, je vous propose de suivre la table ronde organisée la semaine dernière par la mission d'information commune sur la politique en faveur des jeunes. Cette mission, présidée par la sénatrice Raymonde Le Texier, a souhaité donner la parole aux radios et aux chaînes de télévision les plus écoutées par les 16-25 ans. Objectif, comprendre les attentes et les besoins des jeunes, mais également savoir comment les pouvoirs publics pouvaient s'adresser plus efficacement à cette tranche d'âge. Bonne matinée à tous sur Public Sénat. Bien, alors nous allons continuer par cette table ronde radio-télévision à destination d'un public jeune. Donc nous accueillons Laurent Dumay, voilà, qui est directeur général d'Ado FM. Jérôme Fouqueret, directeur général de Fun Radio, et Yann Genest, directeur des chaînes musicales du groupe M6. Merci Madame la Présidente. Écoutez, d'abord merci de venir d'avoir répondu présent à notre invitation. Je voudrais excuser tout de suite Pierre Bélanger, président directeur général de Skyrock, qui devait être là, mais qui s'est décommandé il y a quelques minutes. Alors pourquoi les radios libres? J'ai fait un propos liminaire, enfin pour toi pardon, les radios. Pourquoi les radios et les télés aujourd'hui? Parce que nous essayons dans cette mission de recevoir toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au programme de jeunesse. Pour les jeunes, nous avons des jeunes structurés qui sont les étudiants et nous avons donc ici les représentants des étudiants que nous avons auditionnés. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Quand j'ai dit les autres, c'est les jeunes qui sont sortis du système éducatif à 16 ans, ceux qui sont bacheliers mais qui n'ont pas fait d'études supérieures. On a du mal à vraiment appréhender leurs problèmes, même si nous sommes tous élus et nous recevons beaucoup de jeunes dans nos permanences. On n'a pas le même auditoire que vous. Donc l'idée de vous inviter aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez nous dire, à travers les émissions, à travers les forums, à travers les débats que vous avez, quel est l'état grosso modo de la jeunesse et comment on peut les aider à partir des problématiques qu'ils pourraient vous exprimer. Donc j'ai 3 questions simples. Comment aujourd'hui les jeunes utilisent les médias comme espace d'expression? Qu'est-ce qu'ils vous disent d'une manière générale? Quel est l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui, d'après le miroir des médias? Et enfin, l'utilisation de l'Internet et du téléphone mobile a-t-elle modifié la relation des jeunes aux médias? Alors d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Jérôme Fouqueret. Je m'occupe depuis quelques années de Fun Radio. Donc c'est une radio dont le programme est constitué de 2 choses importantes. De musique évidemment, puisque c'est c'est l'objet de la consommation principale des jeunes des 16-25 en matière de radio, et de ce qu'on appelle des émissions parlées, avec une dimension qui est plus de divertissement le matin, dans une émission qui a plus trait à l'humour et au dialogue le soir. Ce qu'on appelle d'ailleurs la libre antenne. D'ailleurs, j'ajoute que
particulières et qu'elles doivent d'ailleurs être financées par les jobs qu'on appelle les MAC jobs. J'ai vu ça dans la presse. Cette difficulté est particulièrement forte sur les populations issues de la diversité, les populations urbaines d'origine africaine ou maghrébine. On le ressent très fortement. Je ne sais pas s'il y a un échec global ou pas des politiques de la ville, c'est évidemment pas à moi de le dire, mais en tout cas, nous, on ressent fortement une vraie fracture sur ce type de population. Il y a d'autres éléments qui sont importants, qui sont plus positifs. Moi, je sens aussi que, et c'est un travail que l'on fait nous au niveau marketing sur la radio, par rapport au marketing qu'on développe, je sens une prise de conscience très très forte des jeunes sur plein de sujets très importants et plein de sujets qui méritent d'être défendus, une envie de participer. Je veux dire, nos libres antennes ont un très grand succès. Il y a une volonté de participer, de s'impliquer sur les débats actuels qui est très très forte, de s'investir même, je dirais, dans des causes que les jeunes estiment comme justes. Il y a aussi une méfiance vis-à-vis de l'hyper-marketing, et ça on le sent très fort aussi. Il y a une espèce de prise de conscience, de mise à distance des univers qui sont des univers purement marchands. Et on se méfie de ça et on essaye de développer un marketing qui soit un marketing justement sincère, positif et qui soit pas uniquement de l'hyper-marketing de vente. Voilà. Et puis quelque chose qui est totalement nouveau, qui est le fait que tous ces gamins communiquent de façon immédiate entre eux grâce aux nouveaux outils de communication gratuite. Je pense évidemment à Facebook, je pense à MySpace, qui sont des outils fantastiques de communication des gamins entre eux, et d'ailleurs des radios et de nos médias avec ces jeunes. Moi j'ai fait la somme de tous les groupes, par exemple sur Facebook, qui sont concernés par notre média, sur Fun Radio. Ça concerne 80 000 jeunes qui ont entre 13 et 22 ans, donc auxquels on s'adresse auxquels on peut s'adresser de façon directe, immédiate et quotidienne sur tous les sujets qui nous concernent, soit pour vendre des choses, je ne parle pas de vente marchande, mais de vendre nos émissions, vendre notre marketing, mais surtout avec lesquels on peut dialoguer. Et d'ailleurs, la plupart des remontées que je vous fais, là, dont j'ai fait une petite synthèse, viennent beaucoup de ces dialogues, à la fois des jeunes avec nous, avec nous-mêmes, mais aussi des jeunes entre eux. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon un peu synthétique. Il y a un dernier élément, c'est que on invite des hommes politiques sur Fun Radio, on leur donne la parole. Alors moi, le choix que je fais, c'est pas forcément d'inviter des hommes politiques parce que ce sont des hommes politiques, mais des hommes politiques qui ont des parcours exemplaires et qui sont intéressants à partager. C'est-à-dire que ce soit des parcours de réussite ou des gens qui ont fait des choses qui méritent d'être partagées avec les gamins. Parce que moi, je remarque quand même que les jeunes qui nous écoutent ont très envie de dialoguer, ils ont très envie de discuter, ils ont très envie de faire partager leurs angoisses et leurs avis sur la politique et les parcours. C'est pour ça qu'on a invité Rachida Dati il y a 15 jours sur Fun, qui a été un énorme succès au Standard. Il y a eu 26 000 appels en une soirée, je ne sais pas si vous imaginez. On a eu 80 personnes qui ont pu passer sur l'antenne, mais on a eu 26 000 appels au Standard. Nadine Morano était venue nous expliquer il y a 2 mois les projets en matière de politique familiale, et Jack Lang était venu nous faire une sorte de brief un peu sur l'éducation et l'avenir en matière de politique éducative. Voilà. Donc il y a un besoin, il y a une envie, et moi je sens pas de rejet, je sens une défiance par rapport à un discours qui serait trop construit, qui serait trop marketing, mais j'en sens une vraie sincérité et une vraie envie de partager, de discuter dans un dialogue qui est décomplexé, simple, franc et fraternel, comme l'ont pu être les 3 dialogues qu'on a eus sur l'antenne, qui étaient vraiment super en termes de vérité, de sincérité, de proximité avec les jeunes. Voilà. Bon, il y aura des questions tout à l'heure, donc vous pourrez compléter. On continue dans l'ordre de... Vous êtes installé ? Par exemple. Difficile de passer après un aussi brillant exposé. Donc je suis Yann Geneste, je m'occupe de la musique pour la chaîne M6. Je dirige également les chaînes M6 Musique sur le câble et le satellite.
et la DSL, et je coordonne la musique pour l'ensemble du groupe M6. Pour prolonger ce que dit Jérôme, parce qu'on est exactement sur la même perception et sur les mêmes constats, nous on identifie, et donc pour aller un peu plus dans le réel, on identifie 3 mots-clés que nous expriment les jeunes, en tout cas la perception qu'on en a. D'une part, les jeunes demandent du respect. Voilà, ils demandent à ce qu'on les respecte, et notamment, si on doit essayer de matérialiser ça un petit peu, ils ne veulent pas de jeunisme. Donc si on doit réfléchir tout de suite aux actions de communication, ils refusent, parce qu'ils voient à ce moment-là qu'on est dans le faux et qu'on essaie juste de s'adapter à eux et qu'on n'essaie pas de les traiter d'égal à égal, tous les codes du jeunisme qu'ils perçoivent comme du marketing pur, et donc qu'ils rejettent immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le respect, c'est, je pense, la première étape, c'est fondamental. D'autre part, et ça peut être un peu surprenant, les jeunes sont en demande de repères. Parce qu'aujourd'hui, le constat est assez violent. Alors, c'est valable notamment pour une frange qui est potentiellement dans la marginalisation. Mais aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui nous disent ne rien avoir à quoi se raccrocher. Donc ils ont besoin de repères, et on a même un constat qui est assez récent, en tout cas qui s'est renforcé récemment, qui est une réelle demande d'autorité. Ce qui est quand même assez nouveau. C'est qu'ils ne veulent pas forcément qu'on les brosse dans le sens du poil. Ils peuvent même aller jusqu'à demander le coup de pied aux fesses, quoi. En tout cas avoir un cadre dans lequel évoluer, et que les choses soient dites, parfois de manière un peu abrupte, mais au moins qu'elles soient dites franchement, clairement et directement. Ils sont pas forcément avec un sentiment de révolte. En tout cas, s'il doit y avoir un sentiment ou une volonté de transgression, elle reste assez sage, mine de rien. Ils sont pas jusqu'à la révolte physique, etc. En tout cas pas en masse, mais en tout cas ils sont en demande de repères. Et ce qu'ils nous disent, en tout cas je cite une des remarques qu'ils nous faisaient dans des groupes qualitatifs auxquels on leur a demandé de participer, c'est qu'ils souhaitent de la part des adultes une forme d'autorité. Ils veulent que soit marquée l'autorité. Ils veulent que l'adulte joue son rôle finalement. Parce que potentiellement dans la cellule familiale, ils n'ont plus cette autorité, ou en tout cas plus suffisamment, qui fait que les parcours personnels sont parfois un petit peu biaisés. Et puis, autre chose qui est assez surprenant, le troisième point, c'est qu'ils sont, dès l'adolescence, donc par exemple les 16 ans, puisque c'est le début de la cible qui est concernée par cette discussion, regardent l'avenir de manière extrêmement concrète. Ils sont déjà dans le concret. Je vais faire un parallèle, je vais parler de manière plus précise par rapport à l'antenne d'M6. Donc on n'est pas sur la musique, on n'est pas sur des projets générationnels, mais il y a une des émissions qui marche très bien sur les moins de 25 ans, qui est Recherche appartement. Voyez, un gamin de 16 ans aujourd'hui, il n'est pas du tout dans cette logique, il est juste en train d'essayer de préparer son bac. Et quand on les interroge sur le succès que remporte cette émission sur cette cible-là, ils nous disent que ça leur permet déjà de se projeter et de voir à quel problème ils vont être confrontés quelques années après. Et ils y pensent dès cet âge-là. Et ils sont déjà dans le concret. Ils réfléchissent évidemment aux problématiques des études, aux problématiques du financement, de leur avenir personnel, etc., de l'emploi, mais de manière extrêmement concrète, quoi. Ils y pensent de manière extrêmement matérielle. Ils ont la perception, si on prend un peu de hauteur, ils ont la perception d'une société extrêmement violente. Ça, c'est un constat qui est assez général, avec une réelle peur de l'avenir. Voilà, c'est un constat qu'on peut tous faire, c'est que ils ont une telle absence de visibilité sur ce que sera leur avenir à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, et a fortiori 5 ans, que alors ça concerne, c'est une menace qui est physique, qui peut aller jusqu'au physique, avec la violence quotidienne de la rue, une menace en termes d'emploi, d'absence de visibilité, d'éclatement de la cellule familiale, etc., et donc de manque de repères. Donc tout ça se corrobore évidemment. Si on doit revenir sur la transgression, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de médias qui relayent des valeurs un peu transgressives, mais de manière assez bordée. Ça reste toujours dans certaines limites. Donc il y a une limite, mais c'est celle de la peur. La transgression ne va pas. La transgression doit rester ludique. Donc ça peut être aussi un axe pour la communication et la manière de s'adresser à eux. La transgression, oui, mais enfin, elle reste finalement assez sage. Voilà. Il y a quand même certaines limites.
Pour revenir sur l'aspect, sur la matérialisation et le fait que les jeunes sont aujourd'hui dans le concret, on peut citer le récent très grand succès de l'émission Zone Interdite dimanche soir sur M6, qui ne vise pas forcément un public très jeune, qui est même d'ailleurs une des rares émissions d'M6 qui déborde très largement du public des moins de 50 ans et qui s'adresse, comme on dit, aux 4 ans et plus, donc aussi bien aux moins de 50 ans qu'aux plus de 50 ans, donc il y a une cible plus âgée que la moyenne des émissions de la chaîne et du groupe M6. Et on a recueilli plus de 30% d'audience sur les moins de 25 ans, ce qui est assez inédit pour cette émission-là, avec une thématique qui va dans le sens de ce que je vous disais auparavant. La thématique, c'était les dangers qui guettent les ados. Donc ça traitait aussi bien des problèmes de drogue, d'alcool, d'emploi, etc. Et ils se sont sentis directement concernés. Et une problématique assez grave, extrêmement sérieuse, qui était traitée de manière extrêmement claire, concrète, avec des exemples concrets sur le terrain, etc. C'est très exactement ce qu'ils demandent et les réponses qu'ils attendent. Voilà. Donc on a pu constater qu'on était dans le vrai quand on diffusait ce genre d'émission, et en tout cas on répondait à une de leurs attentes qui était d'en savoir plus et d'avoir éventuellement des clés pour s'en sortir. Un autre point qui doit nourrir la réflexion par rapport à la manière de communiquer, à la forme, Jérôme l'a dit, et c'est presque une lapalissade aujourd'hui, mais c'est une cible qui est extrêmement sensible aux innovations techniques notamment, enfin tout ce qui touche aux nouveaux médias notamment, et ce qui leur permet d'avoir une relation one-to-one, comme on dit, c'est-à-dire personnalisée, d'être en relation directe, soit avec le média ou avec la voix qu'ils écoutent au quotidien, ou leur groupe d'amis, ou leurs amis, ou leur famille, ou leurs proches, plus ou moins proches d'ailleurs, ils en sont extrêmement friands. Donc on doit aussi être intégrer cette dimension-là dans la forme de la communication, qui peut d'ailleurs commencer par une communication dématérialisée, notamment par les supports web et mobiles, avant d'investir les masses médias. Voilà, on voit bien qu'il y a une réaction immédiate sur ces médias-là, avec une efficacité totale, parce qu'il y a évidemment une relation personnalisée qui permet d'avoir un message ciblé, avant d'élargir, évidemment, d'avoir une part de voix beaucoup plus large et beaucoup plus massive. Et puis enfin, voilà, tout simplement, ils ont une envie assez incroyable de comprendre le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui et le monde qui les attend. Voilà, ils ont besoin de clés. Et je pense que nous, en tant que médias, on a ce rôle à jouer, de leur donner des clés et de leur expliquer un petit peu où ils vont, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans la bonne direction, etc. Voilà. Voilà les éléments et le constat qu'on fait aujourd'hui. Merci. Laurent Dumay. Alors, je m'appelle Laurent Dumay, je suis le directeur général associé d'un groupe qui s'appelle Start, qui édite une petite dizaine de radios locales indépendantes, dont Ado, Voltage et Latina sur Paris, mais également Sud Radio dans le sud et des radios dans le centre de la France qui s'appellent Vibration, Forum, Black Box et 8FM. On fait ce métier depuis plus de 25 ans maintenant, et nous sommes des anciens jeunes bacheliers qui n'avons pas eu le temps de faire d'études supérieures, parce qu'on a été très vite happés par ce très beau métier qu'est la radio. Et on a vieilli au même rythme que les gens qui nous écoutaient au début de la radio locale. Donc on a un ressenti de ce qui s'est passé depuis plus de 25 ans et de ce qui se passe aujourd'hui, mais contrairement à mes deux confrères, je serais peut-être un petit peu plus, humble sur ma capacité ou notre capacité à pouvoir définir ce que sont les jeunes et ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Si je le savais de manière très précise, je serais très content, parce que j'aurais les moyens de pouvoir rentrer en conversation avec eux. Et au fond, le but de notre travail, c'est d'arriver à rentrer en conversation avec eux, et c'est même pour nous pas facile.
C'est pas facile parce que plus on veut attaquer des groupes de personnes de plus en plus jeunes et le marketing, je vous rejoins là-dessus, nous pousse à aller de plus en plus vers des marchés de gens de plus en plus jeunes. Plus on se retrouve confronté à des grappes et à des univers très nichés qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je vous disais, moi je parlerai des jeunes avec humilité parce que je pense que c'est délicat de parler des jeunes dans leur ensemble. Et c'est donc d'autant plus compliqué de communiquer en direction des jeunes dans leur ensemble. Alors il y a effectivement un certain nombre d'outils, il y a un certain nombre de médias, il y a des médias qui sont de plus en plus ciblés, et des médias généralistes. Nous on est plutôt des médias locaux. Si je prends l'exemple de radio comme Ado, qui est une radio très urbaine, entre le début du succès d'Ado et aujourd'hui, tout a changé. Donc c'est très compliqué de rester en phase avec notre public. Donc j'aurais beaucoup de difficultés à vous donner des pistes très précises pour communiquer de manière certaine avec les jeunes. Maintenant, je pense que la difficulté, enfin l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est effectivement le jeunisme. Ça, je suis à fond d'accord avec vous. Enfin, je pense que tout le monde autour de la table a des exemples en tête de soi-même consommateur de médias qui visionnent ou qui écoutent un message des politiques au sens large en direction de la jeunesse. C'est très compliqué. C'est très compliqué de passer un message. De toute façon, pas uniquement en direction des jeunes. La prévention routière a beaucoup de mal. Pourtant, il y a un fond derrière tout ça. Donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans les travers du jeunisme, ça c'est évident. Il faut savoir à qui on veut parler, parce que plus on veut parler à des gens jeunes, plus c'est compliqué de s'adresser à eux dans leur ensemble. Donc, il faut aller par petites touches, par saupoudrage, dans des directions bien précises. Effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui a accès à un certain nombre de nouveaux médias qui communiquent, avec qui on peut communiquer, mais je crains que ce ne soit qu'une partie de cette jeunesse, parce que même aujourd'hui, pour être connecté, il faut avoir un certain nombre de moyens. Et c'est pas parce que on vend beaucoup de téléphones et que la DSL s'est démocratisée que ça touche aujourd'hui malgré tout l'intégralité des jeunes. Et je pense que les jeunes qu'on voudrait toucher réellement pour ce qui est de la problématique de la société, c'est ceux-là qui sont le plus difficiles à toucher. Voilà. Très bien. Merci. Si vous en êtes d'accord, monsieur le rapporteur, je propose qu'on passe au thème 2 et préparez vos questions. On posera les questions après le second exposé. Donc, comment les pouvoirs publics pourraient-ils s'adresser plus efficacement aux jeunes pour leur faire connaître les politiques publiques les concernant? Je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus. Monsieur le rapporteur va compléter mon propos et vous prendrez 5 minutes chacun là-dessus. Alors, vous avez déjà, pour certains, répondu un peu aux questions que j'ai posées. Quel est l'impact de la publicité du manière générale sur les jeunes? Est-elle un outil efficace de prévention et d'information? Comment, alors j'imagine que vous avez déjà réfléchi sur le sujet, comment informer les jeunes et créer des émissions citoyennes, alors que les émissions qui sont proposées aujourd'hui sont plutôt des émissions musicales ou de divertissement? Et la troisième question, les médias n'accentuent-ils pas le sentiment de défiance des jeunes à l'égard de la société et du monde politique, en raison de l'image parfois déformée ou caricaturale qu'ils en donnent? Question subsidiaire, vous ne voulez pas? Pardon? La question subsidiaire, non? Non, pas de question subsidiaire. On va dans le même ordre? Si vous voulez. Sur la publicité, je sais pas comment vous répondre. Enfin, oui, dans la publicité est un très bon moyen pour faire la promotion des différentes actions
D'ailleurs, on le fait déjà. Au final, il y a beaucoup de causes et d'actions. Il y a des organismes auxquels je pense, comme comment s'appelle le CIDEM, hein, pour voter, pour inciter les jeunes à voter. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait en la matière, que ce soit des actions sur l'antenne ou sur le terrain, des actions entre guillemets citoyennes, pour inciter les jeunes à être plus conscients et éveillés à ce type de problématique. La publicité est un excellent moyen pour le faire. La deuxième chose, c'est les émissions. Alors, comment dire, moi je pense que bon, chaque radio a son positionnement, chaque radio est libre de faire le programme qu'elle souhaite, et là on a fixé d'ailleurs le cadre par convention avec le CSA, donc chaque radio respecte sa convention ou tente de le faire en tout cas sur des sujets aussi importants que justement la protection de l'adolescence, de l'enfance, la promotion des actions citoyennes, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites. Pour notre partie, nous avons des émissions de divertissement dans lesquelles nous intégrons la dimension dont vous parlez. Et ce dont j'ai parlé tout à l'heure s'inscrit dans ce cadre, c'est-à-dire que quand on invite des gens qui ont des choses intéressantes à dire, ou sur lequel il y a un dialogue qui est intéressant à construire avec les jeunes en général, on le fait. On le fait pas de façon systématique, mais on le fait à chaque fois que c'est vraiment intéressant. On l'a fait avec Rachida Dati, on l'a fait avec Jack Lang et Nadine Morano, je peux pris les 3 derniers. Enfin, on le fait toute l'année, et à chaque fois qu'on le fait, ça marche très bien. Il faut faire attention. Les émissions entre guillemets citoyennes, il faut faire attention qu'elles fassent pas simplement plaisir aux gens qui les commandent. On se retrouve souvent dans des émissions qui malheureusement sont pas les plus écoutées et sont pas les plus sexy entre guillemets. Par contre, d'avoir un programme de divertissement qui soit un vrai programme responsable. Je peux vous assurer là-dessus que Fun Radio est vraiment engagé sur cette voie. Je le dis pas pour, j'ai absolument rien à vendre. Mais donc ça fait partie du positionnement de notre radio, d'avoir une antenne qui soit une antenne de bonne humeur, de loisirs, mais aussi une antenne qui tire les débats vers le haut quand il y a matière à avoir débat. Et encore une fois, chacun de mes confrères, les positionnements sont pas tous les mêmes, parce qu'il y a des antennes qui sont dommage parce que Pierre n'est pas là, donc j'aurais aimé qu'il soit là pour avoir la contradiction avec Skyrock évidemment, qui est une antenne beaucoup plus installée dans un univers qui est pas tout à fait celui-là. Moi sur Fun, j'ai fait le choix encore une fois d'émissions de divertissement dans lequel à chaque fois que c'est important et qu'il y a matière à, on installe un vrai dialogue et ça se passe vraiment vraiment très bien. Donc je me sens pas, comment dire, le sentiment de défiance. Encore une fois, je le ressens moyennement. Moi, je ressens surtout un besoin d'explication, un besoin de dialogue, un besoin de proximité, sans jeunisme et sans émissions qui soient, encore une fois, des émissions qui ne font plaisir. Ça me fait toujours penser vous savez, aux abonnements des magazines, des parents qui achètent les magazines pour les enfants. En fait, on sait très bien que les enfants ne les lisent pas, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que les enfants, les parents ont ces magazines à la maison. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des émissions dans le passé ou à la télévision qui sont faites, qui font plaisir aux gens qui les commandent, mais malheureusement, c'est pas toujours les plus puissantes. Donc, il faut arriver à réconcilier les deux. Moi, je pense que dans des émissions qui sont des émissions positives, avec des positionnements de divertissement affirmés, on peut avoir des tranches ou des moments qui sont réservés à des vrais moments de dialogue, comme on le fait, quoi. Yann, je te laisse la parole. Je répondais en 2 points. D'une part, un constat, c'est que, en tout cas pour ce qui nous concerne, un projet qui serait dont la promesse serait un programme dont la promesse serait un projet citoyen, la citoyenneté, comme dit Jérôme, ce serait pas tellement sexy et je suis pas sûr qu'on arriverait à faire venir les gens. Et à chaque fois qu'on a traité de près ou de loin la citoyenneté,
pour prendre cette thématique, même si la problématique est là beaucoup plus large, mais c'est parce que c'était intégré dans une problématique beaucoup plus large. Je prenais l'exemple de zone interdite, c'est vrai aussi dans 100% Mag, etc. On voit qu'il y a une surreprésentation des moins de 30 et moins de 25 ans sur ce type d'émission, qui est une émission d'actualité sociétale, qui évoque des sujets plus ou moins légers, l'actualité de manière plus ou moins légère, mais aussi des sujets un petit peu sérieux et traités de manière très sérieuse, dans lesquels on pourrait héberger, ou on peut d'ailleurs, le cas échéant, régulièrement héberger des problématiques liées à la citoyenneté, aux conditions de vie des jeunes, etc., à leurs attentes. Mais je pense pas qu'on puisse aujourd'hui décemment penser naïvement que mettre une émission sur une des antennes radio, télé, même Internet, sur un des supports de médias qu'offre ce pays, une émission dédiée à la citoyenneté rassemblerait les jeunes de manière importante. Voilà. Je pense que c'est la forme qui est très importante là-dessus, encore une fois. Et je vais vous prendre un exemple de ce qui est pour moi un cas d'école, de la manière dont on devrait travailler pour s'adresser aux moins de 25 ans, et donc d'avoir un esprit citoyen avec une action citoyenne, mais qui n'est pas vendu comme ça à cette cible-là et qui n'est pas consommé comme ça par cette cible-là. C'est un projet qu'on n'a pas encore signé, donc je vous donne une espèce d'exclusivité là-dessus. C'est un projet qui arrive en France en 2009, qui s'appelle Rock Corps. C'est un projet qui est initié par des Américains. Ils ont monté 4 éditions de Rock Corps aux États-Unis. Ils préparent la 2e en Angleterre. Et le principe est d'une simplicité biblique, mais c'est redoutable. C'est qu'il y a un concert qui est organisé au bout de l'opération. Donc là, en l'occurrence, le concert aura lieu en France, à Paris, début octobre 2009. Et c'est la carotte de l'opération. Et pour accéder à ce concert, vous n'avez pas de billetterie, vous n'avez pas d'invitation, il n'y a pas de copinage, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de passe-droit. Vous êtes obligé de donner 4 heures de votre temps à une association. Et ça, c'est malin. Parce que, évidemment, tout ça se fait de manière extrêmement festive. Vous vous inscrivez, ensuite vous êtes contacté personnellement et suivant votre localisation géographique, on vous propose de choisir entre 3 associations, humanitaires, citoyennes, environnementales, etc. Et ensuite, vous allez sur le terrain, mais quand vous arrivez sur le terrain, c'est musique à fond, tout le monde est habillé aux couleurs de l'opération, et puis il y a un côté communautaire, collectif, qui est extrêmement festif. Et donc les gens ont l'impression de participer à une gigantesque fiesta. Donc ça se fait de manière extrêmement positive. Et au bout des 4 heures, les gars repartent avec leurs billets en main. Et donc d'un coup, ils se rendent compte de la valeur que ça représente. Et quand ils arrivent au concert, ils sont fiers parce qu'ils ont donné de leur temps, comme les artistes qui sont sur scène, qui eux aussi sont allés sur le terrain. C'est la condition sine qua non à ce qu'ils montent sur scène. Et donc, quand les artistes s'adressent à eux, ils ont l'impression de faire partie de la même famille, quoi. Et ce qui est aussi génial, en tout cas c'est les exemples qu'on a à l'étranger, c'est que l'opération n'est pas un one-shot, puisque près de 40% des jeunes qui participent aux actions sur le terrain, ensuite s'inscrivent durablement dans le cadre de l'association qu'ils ont aidée. Voilà. Donc on est vraiment sur une action concrète, extrêmement positive, avec une action moyen-long terme, quoi. Donc on trouve ça absolument génial, il y a de belles histoires à raconter, et le concert n'est presque qu'un prétexte en fait. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va se passer en amont et en aval. Voilà. Donc c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faudrait avancer, plutôt que de se dire qu'on va avoir ce côté un peu maître d'école, donneur de leçons, ou en tout cas essayer de les guider de manière trop formelle, sur une thématique qui est un peu abrupte, quoi, qui est un peu austère, mais plutôt l'enrober de manière un peu sexy avec un de leurs principaux centres d'intérêt qui est la musique. Parce que c'est une vraie thématique, une vraie matière facile à travailler, sur laquelle ils réagissent immédiatement, il y a beaucoup de réactivité. Voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, juste un cas extrêmement concret, mais qui nous semble vraiment correspondre à l'ère du temps, et qui est une démarche positive, sans qu'à aucun moment, je pense, cette cible puisse imaginer qu'il y ait récupération, ou qu'elle soit instrumentalisée. Voilà, elle est active, elle participe, elle est même le premier acteur de l'opération. C'est grâce à elle si l'opération est un succès. Merci. Laurent Dubé. Moi, je pense que
notre métier, si on arrive à fédérer ces jeunes, c'est parce que on essaie d'être en phase avec leur centre d'intérêt. Donc, c'est forcément très difficile pour un média qui est centré sur les centres d'intérêt des jeunes, de sortir de ce centre d'intérêt pour parler d'autre chose, parce que on prend le risque de nous aussi ne plus les intéresser. Donc, je sais pas, prenons l'exemple de l'éducation civique, par exemple. Je pense que c'est vraiment à l'école que ça doit se faire. Qu'on trouve des relais dans les médias pour déclencher des choses, je sais pas, ne serait-ce que dans les médias jeunes que nous représentons, se forcer, alors qu'on sait que c'est pas forcément générateur d'audience de prime abord, de continuer de faire des flashs d'information, de présenter l'information d'une certaine façon, de manière à ce qu'elle soit reçue par les jeunes en question, ou par la plupart d'entre eux en tout cas, ça peut rappeler à des choses qui se sont passées à l'école. Mais si en amont de tout ça, il y a une déscolarisation à l'âge de 14 ans, nous en tant que médias, on peut rien faire. On pourra rien rappeler à des gens qui n'ont rien entendu. Donc la difficulté, c'est pas pour botter en touche, mais elle est quand même en amont. En premier lieu, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a tout un tas de choses qui se passent autour de l'école, autour des activités sportives, autour d'une socialisation normale qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Et si ça n'existe pas, on peut toujours avoir la meilleure volonté du monde, c'est des générations de perdus après. Hein. Faut juste en être conscient. Mais après, je dis, on prend de gros risques à essayer à tout prix de rattraper des choses comme ça. Voilà. C'est la difficulté de tout ça. Maintenant, c'est aussi, on se rend compte de plus en plus que, je vous disais, entre le début d'Ado FM et maintenant, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est que au début d'Ado FM, la radio c'était nouveau, donc il y avait un attrait pour la nouveauté, il y avait un attrait pour certaines formes de musique. Et on sent que pour conserver le lien avec la nouvelle génération, il ne suffit plus de parler de musique, d'organiser des concerts. C'est plus suffisant. Ça reste vrai pour certainement une grande majorité des gens, mais encore une fois, pour ceux envers qui on a des difficultés de communication, nous aussi, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Et on s'évertue de réfléchir à trouver d'autres moyens. On prend parfois les uns et les autres des risques à sortir de nos formats marketing initiaux pour tester des choses et pour voir comment les choses réagissent. Et souvent, on a des bonnes surprises. Alors, bon, faut se planter plusieurs fois pour réussir quelque chose, mais on a des bonnes surprises et c'est pas forcément là où on s'attendait à avoir des résultats positifs. Mais encore une fois, c'est difficile. Quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est complètement différent de ce qu'on a comme impression en tant que média en décrochant le téléphone et en écoutant les auditeurs qui passent à la radio. C'est pas les mêmes gens qu'on voit sur le terrain. Nous, on a une opération où en fait on emmène des artistes dans les lycées. On fait gagner en fait à l'antenne le droit à un élève de devenir la petite star de son lycée pendant une journée parce que il va recevoir un artiste qui vient en concert à Paris et on va le chercher à la sortie du lycée avec l'artiste. Et là, on est confronté à la population, à une double population en fait, à la population de ceux qui sont scolarisés. Et puis, comme on est à l'extérieur de l'établissement et qu'on attend, on est souvent en relation avec des tensions avec ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement.
parce que on amène des artistes, on essaye de pas amener des artistes trop ghetto, mais on a quand même, du fait de notre format, une certaine typologie de musique qu'on diffuse. Donc on sent qu'il y a vraiment une dichotomie entre ce qui se passe à l'intérieur d'un établissement et à l'extérieur de l'établissement quand on va sur le terrain. Et ça, on le ressent pas quand on parle à soi-disant nos auditeurs qui représentent en théorie l'ensemble de la population des jeunes. Mais donc voilà, c'est pour vous dire que l'appréciation est différente quand on est sur le terrain et quand on est derrière nos consoles. Ça donne pas de solution, hein, mais... Ça nous aide à réfléchir. Merci bien. On va passer aux questions. Madame Dupont est inscrite. Il y a d'autres inscrits. Madame Dupont vous écoute. Très brève d'ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de donner le public que vous touchez, le type de public que vous touchez, catégorie, j'allais dire, sociale éventuellement, quel est le pourcentage d'écoute radio et les tranches horaires des radios? Parce que je pense qu'il y a des concurrences avec les nouveaux médias, ne serait-ce que de voir les enfants qui ont de plus en plus accès à Internet, hein, pour beaucoup, qui sont beaucoup sur Internet et qui vous font de la concurrence puisqu'ils enregistrent eux-mêmes leur musique et tout ça. Donc ils font des enregistrements sauvages, ils ont beaucoup de dialogues individuels avec leurs copains, ils restent entre bandes de copains. Troisième question, vous avez parlé, vous monsieur, je crois, des appartements, un sujet qui les intéressait. Est-ce que les recherches d'emploi éventuellement les intéressent et est-ce qu'éventuellement vous avez une possibilité de leur offrir un petit peu d'orientation, voire de coaching dans le domaine? Et puis vous avez parlé de la citoyenneté, vous avez eu l'air de dire vous monsieur que c'était un petit peu difficile, mais quand par hasard le sujet passe, je me posais la question de savoir si par exemple l'Europe les intéressait et si les élections européennes pouvaient retenir leur attention. Merci. Très bien, on vous laisse répondre à cette première question. Je ne sais pas qui veut répondre. Pour ce qui est de la dernière partie de votre question, l'Europe, j'aurais du mal à vous dire si quel est le niveau d'intérêt ou de désintérêt. J'ai plutôt l'impression que c'est très éloigné de leurs préoccupations. Et malheureusement, je pense que c'est pas uniquement quelque chose qui est lié aux jeunes. C'est leur avenir à eux plus qu'au bien. Oui. Ouais. Donc bon, je pense que voilà, et puis j'ai oublié ce que vous avez posé comme la première partie de votre question, c'était. Ah oui, alors pour ça c'est relativement simple. Enfin, on est venus les uns les autres avec les outils nécessaires, mais je pense qu'on pourrait s'engager à vous faire un petit topo écrit parce qu'on a des études à travers Médiamétrie qui nous donnent pour chacun de nous, et encore plus précisément pour la télévision, les profils par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, par tranche horaire. Oui, hommes, femmes. Alors, dans la limite de l'exercice, évidemment, hein, parce que ça reste des chiffres extraits d'un niveau statistique. Et il faut bien prendre en compte les marges d'erreur dans ces chiffres-là. Alors, plus vous avez une audience générale à la base qui est forte, plus vous pouvez vous permettre de descendre dans des niveaux statistiques de quelques marches sans prendre de risques. Plus vous avez une audience qui est faible, plus les chiffres qu'on vous transmettra sont à prendre avec précaution. Mais on a un certain nombre d'éléments, notamment sur les répartitions hommes-femmes, là c'est quelque chose de crédible, sur l'audience générale, sur les tranches horaires, on voit que en dehors de tout format, la radio en général s'écoute de la même façon, la télé en général s'écoute de la même façon. Donc on sait à quels endroits, et les publicitaires d'ailleurs font des études très précises sur le sujet, et
c'est public et on pourra vous faire, si ça vous intéresse, un petit topo là-dessus. En tout cas, moi, je m'y engage. Si ma question elle est toute bête, c'est pour savoir si c'est des gamins qui vous appellent aux horaires scolaires ou bien si c'est des jeunes qui sont plutôt désœuvrés et qui vous appellent en cours de journée. Est-ce que ça sèche? Quelle est la statistique de sèche? C'est ça, c'est très difficile parce que les gamins qui appellent, enfin, souvent quand même les centres d'intérêt qu'on détermine sont liés avec ce qu'on met en jeu. Donc, d'abord il faut être équipé d'un téléphone pour communiquer avec une radio, ou il faut être en liaison avec Internet. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a vite fait de croire qu'aujourd'hui tout le monde est équipé. Oui, mais il y en a beaucoup, et je dirais que la proportion de ceux qui sont équipés, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis absolument certain que ceux qui posent problème sont parmi ceux qui ont le moins de taux d'équipement. Et ceux avec qui on a le plus de difficultés à rentrer en contact sont parmi ceux qui sont un peu en dehors de la société. Donc, on peut avoir l'impression de parler aux jeunes, mais pas de parler aux jeunes à qui on a besoin de parler, parce que bon. Ouais. Suivant. Alors, je vais essayer de répondre plus précisément sur la question de la déclinaison d'une émission du type recherche appartement sur recherche d'emploi. Il y a peut-être une problématique éditoriale, c'est que vous avez forcément un effet miroir sur recherche d'appartement, parce qu'on peut tous se sentir concernés directement ou de manière, enfin en se projetant, a fortiori quand on a 16 ans. Sur l'emploi, c'est plus difficile parce que ce sont forcément des cas particuliers. Donc ça sera traité de manière forcément plus sociétale. C'est le cas parfois, alors pas forcément de cette manière-là précisément, sous un angle différent. Par exemple, dans Zone Interdite, un des grands succès, je reviens à cette émission, mais elle est censée quand même prendre le pouls de manière assez correcte de la société, et les audiences montrent que les thématiques, les thèmes qui sont traités un dimanche sur deux sont plutôt en phase avec ce que vivent et ce qu'attendent les Français devant leur télé, en tout cas. Une des thématiques récemment traitées avec succès, c'était quand la France galère. Donc la problématique de l'emploi était forcément mise en avant, pas que, mais forcément mise en avant. Je crois que ça traitait notamment du système D, notamment pour les gens qui avaient des problèmes d'emploi. Alors je dis pas que ça donne des clés ou du coaching pour retrouver des emplois, parce que ce serait quand même un peu prétentieux de proposer ça. Mais c'est plus une photo de ce qui se passe aujourd'hui. Éventuellement peut-être quelques exemples de parcours qui ont réussi à s'en sortir, qui arrivaient d'assez bas ou qui sont tombés assez bas et qui ont réussi à remonter. Donc en cela, on peut dire qu'on peut donner quelques clés à travers des exemples personnels. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué et ça dépend plus de la manière dont on peut l'appréhender de manière éditoriale, trouver la bonne idée pour que ça puisse rassembler le plus grand nombre et faire à la fois venir les gens et les faire rester. Excuse-moi, mais ça me fait penser à quelque chose. C'est que, enfin, je sais pas pour toi, Jérôme, mais j'ai pas l'impression qu'il y a que nos auditeurs viennent vers nous sur cette thématique. Enfin, il faudrait que je regarde un peu plus près, mais j'ai pas le sentiment qu'ils viennent. Voilà, ils viennent pas pour ça. Ils viennent pas pour se plaindre, ils viennent pas pour nous exposer leurs problèmes, donc on a des difficultés à les. C'est un art de faire parler les gens. Souvent, ils viennent sous un prétexte fallacieux, puis c'est autre chose. Ouais, mais il faut avoir le temps pour ça. Et le nombre, je crois que les statistiques qu'il a données tout à l'heure sont là pour vous montrer que c'est difficile. Quand on a combien 80 000 personnes qui essaient de joindre un standard et que 26 personnes passent au standard. Voilà, on n'est pas là pour ça, quoi. Donc, mais en tout cas, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est ça, c'est que les gens ne viennent pas vers nos médias pour exposer et pour s'exposer et pour parler de leurs problèmes. À moins que sur des émissions montées dans cette direction, on aille les chercher. Mais de manière naturelle, ils ont tendance à pas s'exprimer là-dessus. Alors sur la question des audiences, on peut évidemment vous faire parvenir
pas mal de choses. Moi, je peux faire plaisir à Yann, mais je vais quand même vous le dire parce que ça me fait plaisir. C'est que la radio reste le média préféré des jeunes, donc un média très important dans l'esprit de la jeunesse. Sur les 16-25, il y a même une étude qui s'appelle Media in Life. Media in Life de Médiamétrie qui montre quels sont les médias préférés des jeunes, des moins de 30 ans. Et la radio est encore en tête assez largement d'ailleurs. L'Internet a fait un bond évidemment depuis quelques années, mais la radio est de loin encore le média préféré de la jeunesse. Donc un média effectivement important. Sur les initiatives d'émissions, tu as donné un bon exemple tout à l'heure. Et je vais vous en donner un autre, avec une règle générale qui est à mon avis celle ça peut effectivement nous faire réfléchir à des initiatives qui sont plus larges ou différentes, qui pourraient nous inspirer ou vous inspirer dans les politiques publiques. C'est le fait d'avoir une cause juste. Ça, c'est évidemment la première chose. Peut-être qu'on l'a pas assez dit, mais d'avoir des porte-paroles, d'avoir des gens qui incarnent cette cause. Et évidemment, sur les artistes avec lesquels nous travaillons, c'est très fort dans la dimension de concert, d'avoir des gens qui fédèrent les jeunes. Encore faut-il que ces artistes véhiculent des valeurs positives, mais il y en a beaucoup qui le font, et il faut le souligner. Et la troisième, c'est que tout ça se cristallise autour d'événements. Et ce que tu as décrit est très fort et très juste. Et nous travaillons d'ailleurs aussi, et je le dis pas pour le vendre, mais pour l'illustrer, parce que ça fait partie des initiatives positives qu'on prend en la matière, sur des choses qui tournent autour de l'écologie. Donc comment traiter l'écologie, qui est pas forcément un truc très marrant comme ça, mais qui est un truc très important et auquel nos auditeurs sont sensibles. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, comment on le traite? Eh ben, en appliquant cette règle, si on peut dire que c'est une règle, en faisant un concert qui s'appellera le Green Festival, qu'on fera à la rentrée, avec une des radios qui est RTL2, en déterminant des artistes qui vont porter les messages de ce concert, qui participeront à ce concert, qui sera financé par des opérateurs privés qui sont évidemment intéressés pour s'associer à ce type d'opération d'image. Et je suis certain que les auditeurs seront sensibles de venir sur cet événement. Ils auront à la fois le sentiment de participer à une cause juste, tout en se divertissant et tout en adhérant à un message qui est à la fois porté par la radio, mais surtout par les artistes qui sont parfaitement cohérents avec ça. Et puis la dernière chose, je voulais le souligner parce que vous avez parlé d'émissions sur l'emploi, parce que c'est RTL qui l'a fait, qui est une station du groupe, mais il y a une émission sur l'emploi qui a été un énorme succès il y a 10 jours. Et RTL a fait une journée spéciale en fait sur l'emploi, vous l'avez remarqué, qui était en fait la mise en relation de demandes et d'offres. Il se trouve qu'il y a eu 5000 mises en relation, c'était un très beau succès, et beaucoup de gens, d'ailleurs des témoignages. Alors, RTL n'a aucune vocation en matière de remplacement du Pôle emploi, évidemment, mais il y a eu des auditeurs qui appelaient pour dire c'est formidable parce que ce qu'a fait la radio aujourd'hui, le Pôle emploi l'a pas, enfin je veux dire, parce que c'était comme ça, l'a pas fait pendant 10 ans, donc c'est incroyable. Et à tel point d'ailleurs que l'opération se rééditera tous les ans. Enfin tous les mois. Tous les mois. Oui, mais là vous avez raison de le dire, et d'ailleurs il y aura une journée spéciale sur les jeunes, sur cette initiative qui sera faite avant l'été. Voilà. Simplement pour dire, et il n'y a pas plus d'ambition que ça, mais que ça c'est quand même une initiative très concrète et très positive qui a vraiment marché, quoi. C'était vraiment bien. Vous pourriez d'ailleurs dans ce sens pousser quelques métiers, comme ça, avec des grands témoins qui diraient je fais tel métier, c'est formidable, c'est extraordinaire, histoire de donner des idées aux jeunes qui n'en ont pas. C'était absolument le cas. C'était le cas? Oui, absolument. Ah bon. Absolument, c'était le cas. Et non seulement ça se déclinait sur l'antenne, ça se déclinait sur l'Internet aussi. L'Internet a été très fort en la matière. Je pense que, alors, cette opération, c'était une opération spéciale. Je ne pense pas qu'elle ait vocation à résoudre le problème de l'emploi en France. C'est évidemment pas la question, mais en tout cas, c'était positif, c'était concret et ça a marché. Voilà. Et je pense que ça participe aussi de la valorisation de démarches qui étaient actives, concrète et très efficace. Voilà. Et il y a eu un relais sur l'antenne et ça vivra toute l'année sur le site internet puisqu'on a créé un site maintenant qui est spécialement dédié à ça. Voilà. Qui encore une fois n'a pas vocation à faire ni à remplacer le service public, ça serait bien prétentieux, mais une initiative positive en tout cas. Sans les remplacer, vous pouvez leur donner des coups de pouce. Bien sûr, oui. D'ailleurs, il y avait les gens du Pôle emploi qui participaient, qui étaient évidemment partenaires. Oui. Juste pour prolonger ce que dit Jérôme et pour revenir sur les exemples concrets et quand on voit les succès qu'ont rencontré des actions soit citoyennes, humanitaires, en faveur de l'environnement, etc., on voit bien qu'à chaque fois, ça s'est fait à travers le prisme du divertissement et du plaisir.
les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est quand même une énorme fête qui a lieu à Bercy. Alors les gens viennent, et en l'occurrence ça c'est la carotte, c'est qu'ils sont récompensés, les volontaires sont récompensés de toute l'action terrain qu'ils effectuent toute l'année. Mais bon, ils savent qu'il y a ça au bout. Alors dans quelle mesure ça joue? Peut-être qu'au bout d'un moment c'est oublié au contact de ceux qui souffrent et du bon esprit de tout ça. Mais je veux dire, c'est quand même très important. Ça a été lancé dans des conditions assez exceptionnelles avec Coluche, etc. Donc il y avait une espèce de porte-parole avec une symbolique forte. Il y a d'autres exemples. Il y avait notamment quelque chose qu'on a relayé sur M6 avec un grand succès d'audience il y a de ça 5 ou 6 ans qui s'appelait le Live 8, à l'initiative de Bob Geldof, juste avant le sommet du G8, qui allait étudier la question de l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc il y avait un enjeu fort 2 jours après. Ils ont réussi à mobiliser la population de 12 pays qui ont chacun hébergé un concert qui avait lieu au même moment dans le monde entier, et vous aviez, je crois, près de 180 diffuseurs, donc avec des milliards de téléspectateurs, au même moment sur la planète. Et il y a même eu un moment magique où chacune des scènes, excusez-moi, je suis à la télé, se relayait et s'interpellait. C'était Will Smith qui avait donné, je me souviens, le signal à Philadelphie. Il avait appelé Londres, ensuite Paris, etc. Et on était dans quelque chose d'extrêmement festif, mais qui avait un objectif clairement affiché, qui était d'obtenir, de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils décident tous ensemble d'annuler la dette du tiers-monde purement et simplement. Ou le Live Earth, qui 2 ans plus tard souhaitait sensibiliser à travers un grand concert, enfin le même principe d'ailleurs, c'est plusieurs concerts au même moment dans le monde entier, sur la question environnementale. Alors, on voit bien qu'à chaque fois les grands succès ont été faits avec une logique beaucoup plus globale et surtout pas donneuse de leçons, quoi, quelque chose d'extrêmement festif. Madame Blondin et Jean Desessard, chacun vous posez votre question et vous répondrez, messieurs, globalement, s'il vous plaît, puis on s'arrêtera là. Il y a déjà eu beaucoup de réponses parce que j'avais à peu près les mêmes questions également que Madame Dupont. Donc, moi, j'aurais voulu quand même... Pardon. Voilà, pardon. Ton micro. C'est vrai. J'aurais voulu quand même réagir un petit peu à la description qui nous a été faite des demandes des jeunes. Vous nous avez parlé des demandes de respect, des demandes d'autorité également. Moi, c'est vrai que je viens d'un monde d'enseignants et c'était exactement dans les classes avec les jeunes, c'était exactement cela. Qu'ils demandaient et qui, je suppose qu'ils demandent toujours, donc c'est pas très étonnant. Leur vision de l'avenir, leur projection, vous avez évoqué cette demande de cette vision de l'avenir un petit peu pessimiste qu'ils avaient. Je pense pas que ça ait beaucoup changé. C'est pour ça que je voulais vous demander, vous avez répondu, monsieur, depuis combien de temps faites-vous de la radio et des programmes pour les jeunes? Parce que comment expliquez-vous que vous le demandez, vous le constatez maintenant, alors que c'était déjà des constats qui ont été faits avant? Pensez-vous qu'il y a eu une accélération de la société qui fait que les jeunes se sont prononcés là-dessus un peu plus violemment ou plus fortement dans vos programmes? Tout à l'heure, vous avez parlé de la radio comme étant le média le plus utilisé par les jeunes. On a aussi beaucoup parlé des jeunes qui étaient la génération zapping. Est-ce que vous le constatez chez vous ou comment peut-on le constater? Et j'avais aussi une question sur l'influence, parce qu'on dit que la jeunesse est aussi influencée par les programmes, etc. Et tous ces programmes comme Starac ou des shows réalité et autres, pensez-vous qu'ils aient aussi quelques influences sur leur réaction? Et le traitement de l'actualité, vous avez dit que c'était finalement la musique, le plaisir qui était le fil conducteur des programmes que vous élaborez pour les jeunes. Est-ce que vous partez de temps en temps sur un fait divers? Et est-ce qu'à partir d'un fait divers, je prends un exemple, ce qui s'est passé à Strasbourg, est-ce que vous pensez pouvoir l'utiliser pour amener les jeunes à s'exprimer, à avoir des réactions là-dessus? Jean Desessard pose sa question et vous répondez globalement, enfin, je vais répondre à l'un très et à vite. l'autre. Alors, non, sur le fait que
comment dire, sur l'histoire sur le savoir si la jeunesse va plus mal ou moins mal. Bon, moi c'est un peu difficile à dire. Bon, mais ce que je pense quand même, bon, ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier. Moi, d'ailleurs, en tant que citoyen, finalement, pas uniquement en tant que directeur de radio, directeur de chaîne. Moi, je pense qu'il y a des sujets qui sont plus visibles, plus criants, plus dramatiques qu'avant. Ça, j'en suis convaincu. Et moi, 2 exemples, 2 thèmes. Je veux dire, il y a tout ce qui a trait à la précarité étudiante, à la pauvreté des enfants, des adolescents, est devenu beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus visible, beaucoup plus grave, beaucoup plus intense. Et nous, on le ressent fortement dans les appels entrants qu'on a sur nos standards téléphoniques. Et un deuxième thème que je vous ai mentionné tout à l'heure, auquel je crois aussi beaucoup, je pense que la fracture avec les populations issues de la diversité est devenue insupportable. Voilà. Et il y a une vraie et cette fracture est devenue de plus en plus visible et peut-être difficile à assumer pour ces populations. Voilà. Sur la génération zapping, c'est clair qu'on est dans d'ailleurs on en est nous-mêmes un peu victimes, puisque les radios musicales ont une audience qui a plutôt baissé. Bon, je ne vais pas vous faire la revente, on n'est pas très concerné par cette baisse, mais l'ensemble du marché des radios musicales a plutôt baissé, les autres évidemment. Mais c'est vrai que ça a baissé, vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, on est concurrencé, pas tellement d'ailleurs par les radios musicales, le contexte concurrentiel a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a l'Internet, il y a les baladeurs mobiles, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les consoles de jeux vidéo, il y a le PC, enfin il y a tout ce qu'on peut imaginer en termes de support multimédia, qui fait que le temps n'est pas extensible à l'infini. Dans une journée ou dans une fin de journée qui fait quelques heures, on ne peut pas tout faire en même temps. Même si la radio a cet avantage formidable, à la différence de la télévision, d'être un média synchronique, c'est-à-dire qu'on peut faire autre chose tout en écoutant la radio. Malgré tout, le temps accordé à la radio a un peu diminué et les musicales en sont aussi victimes. Et je pense que les jeunes zappent plus d'un média à l'autre, ils sont plus sollicités, donc ils passent plus d'une chose à l'autre, ils zappent plus les choses qu'ils aiment pas et ils zappent plus les choses dont ils estiment qu'on est dans l'hypermarketing ou qu'on veut leur vendre des choses qui sont préfabriquées ou pas ou qui en fait ne leur correspondent pas. Ouais, et je pense, je vous citerai évidemment personne, mais je pense à des marques, je pense à des cas concrets où visiblement on est dans un effet de cycle qui fait qu'il y a une prise de conscience que le discours n'est pas sincère. Voilà. D'où nous, ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'est d'avoir un discours qui soit un discours très sincère, très vrai, vis-à-vis des jeunes en général. Encore, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les jeunes en général, c'est un vaste mot. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais que moi, il y a 2 convictions que j'ai à ce niveau-là. C'est qu'évidemment, les jeunes, c'est les jeunes, et quand on a 13 ans, on ne fait pas la chose qu'à 25 ans. Mais surtout, par contre, et ça c'est peut-être nouveau, c'est qu'on est jeune, entre guillemets, de plus en plus tôt. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus éveillés, et que les gens qui ont 12 ou... Enfin, en tout cas, on est un jeune consommateur de plus en plus tôt. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pense, c'est pas faire insulte aux personnes qui ont cet âge-là de dire que mes parents, je pense, les gens qui ont aujourd'hui 12-13 ans, c'est comme ça aussi, ont une ouverture, c'est pas toujours positif, mais ont un éveil par rapport à plein de sujets. Voilà. Et ce qui est important, moi j'ai cette conviction-là, j'ai cette conviction aussi par rapport à mes enfants, c'est que je pense que on peut pas interdire, on peut pas cacher les choses. Par contre, d'éveiller la conscience critique, la lecture critique ou l'écoute critique des contenus pour savoir les décoder, éventuellement les mettre à distance, je pense que c'est extrêmement important. Et encore une fois, je travaille sur un média qui est engagé sur cette voie. Voilà. Vous vouliez compléter ou genre Non, mais pour répondre à une autre. Je pense que ma question elle va vous aider même puisque j'ai déjà partiellement une réponse. La première question, c'était combien de personnes à peu près s'occupent des remontées des informations, puisque vous avez 80 000 personnes en contact,
il faut qu'il y ait des personnes qui regardent ce qui s'est dit sur l'internet, pour le standard et tout ça. 80 000 appels, je vous rassure. Oui. On a un standard qui compte le nombre d'appels entrants, mais on peut pas prendre évidemment les. Mais les personnes qui prennent les messages par internet et par téléphone, ça fait combien de personnes qui sont... Alors, les choses sont pas tellement organisées comme ça parce qu'elles sont organisées par émission, mais on a une petite dizaine de personnes sur l'internet et au standard téléphonique qui s'occupent d'à la fois écouter les auditeurs, de traiter les sujets ou leurs demandes et éventuellement de nous faire remonter les informations sur les différents sujets qui sont évoqués. Et donc ma question qui suit, monsieur, c'est qu'est-ce qui ressort le plus? Mais vous avez en partie répondu. Hein. Est-ce que c'est les problèmes liés à l'école ou à l'institution scolaire? Est-ce que c'est le problème du revenu financier? Est-ce que c'est le problème mon copain, comment avoir un copain, ou comment le garder, ou comment m'a séparer éventuellement, ou une copine? Est-ce que le problème du logement? Et puis là, c'est les discriminations, visiblement. Enfin, qu'est-ce qui ressort le plus comme... Là, vous parlez des émissions du soir, hein, notamment. Oui, alors moi, je vous dirais que le thème numéro 1, bon, faut pas s'en cacher, mais c'est quand même une question qui agite beaucoup d'adolescents, c'est les histoires d'amour. Ce qui est important, je vais vous dire franchement, moi, la conviction que j'ai encore une fois, ce qui est important, c'est pas tellement le sujet. Ce qui est important, c'est la façon dont on répond et la façon dont tout ça, dans quel environnement programme on est. Ça, c'est très important. Vous voyez, il suffit si vous avez la curiosité de vous brancher sur les antennes jeunes le soir, hein, vous avez 3 grosses antennes jeunes qui font de la libre antenne, et il y a 3 façons de traiter les sujets qui est un peu différente, qui fait que chaque radio a son positionnement aussi. Mais vous avez des façons plus ou moins graveleuses, ou plus ou moins sérieuses, ou plus ou moins obscènes, voilà, on va dire ça comme ça, de répondre aux questions. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a l'histoire d'amour, il y a les histoires au lycée, avec les profs, il y a l'histoire familiale. Au lycée, il y a entre eux aussi. Bien sûr, oui. Les photos dans les cabines de douche et tout ça. Ah, vous êtes très informé. Très informé. Absolument. C'est pas pour rien que je suis dans la mission. Donc c'est rare, hein, ceci. Mais c'est les histoires, en gros, c'est l'histoire de la vie quotidienne. C'est vraiment la vie quotidienne. Et en général, évidemment, ils viennent là parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir dialoguer, ou ils pensent à juste titre, souvent, heureusement, qu'ils vont pouvoir dialoguer avec un avis extérieur qui va pouvoir les aider à progresser sur le sujet, et que c'est une question qu'ils n'ont pas pu résoudre dans le cadre familial immédiat. Voilà. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la question que vous posiez sur le temps qui est passé, sur est-ce que c'est tellement différent. Moi, j'ai non seulement la sensation que c'est pas tellement différent, mais que si on va un cran plus loin, et si on revient à... Enfin, moi, je vais avoir 46 ans aujourd'hui, la première conscience... Non, pas aujourd'hui, enfin, ces jours-ci. Si je reviens à la première conscience que j'ai eue en écoutant la radio quand j'avais 12-13 ans, c'était le premier choc pétrolier. Et depuis ce moment-là, j'ai l'impression qu'on me parle de crise. Donc, je suis un enfant de la crise, et depuis que je suis jeune, il y a eu plein d'autres jeunes qui ont toujours entendu parler de la crise. Et je pense que ça n'a pas changé. Et que, bon, c'est certainement plus aigu dans certaines classes, il y a certainement plus de... la valeur absolue, le nombre a grandi, mais les mots sont toujours les mêmes. Les gens sont ghettoisés, et ça date pas d'hier. Donc on commence à travailler. Il y a que 5, peut-être 7 ans que j'ai commencé à entendre parler des premiers immeubles qu'on dynamitait et qui donnaient pour moi en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, et je pense que à l'intérieur de ces ghettos ça a été aussi ressenti. C'était le top départ de peut-être une nouvelle organisation, alors que on vient tous des grandes promesses de gens nouvelles qui n'ont pas trouvé preneur, quoi. Et donc, ça vient de loin, et je pense que c'est ce qui surgit aujourd'hui, enfin, ce qui donne l'impression de surgir aujourd'hui, ça vient de bien plus loin que les jeunes d'aujourd'hui. Ça vient de peut-être 2-3 générations de jeunes. Je pense avoir été adolescente dans les années 52-54, donc on a vécu l'abbé Pierre en 54, donc vous êtes plus jeune que moi quand même. Eh bien, en fait,
tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je l'ai vécu, jeune fille, on ne trouvait pas de logement, il n'y avait pas d'emploi. Alors après on a vécu les 30 Glorieuses. Alors évidemment vous êtes tous les descendants des 30 Glorieuses, tout vous paraît très difficile au jour d'aujourd'hui. Mais en fait on est dans un espèce de mouvement répétitif et on est en train de revivre ce qu'on a vécu après les années de guerre. Et après les années de guerre, la vie était très difficile. Vous vous mariez en 54 ou 53, et ben vous n'avez pas de logement, vous payez horriblement cher une piole avec un cabinet de toilette qui ressemble à rien. C'est pas si évident que ça, hein. Et je pense que c'est le fait d'avoir vécu 30 années très riches qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a tous peur finalement. On a tous peur. En principe, après les années de guerre, il y a du travail. Moi, je suis né en 46, donc après la guerre, celui qui voulait travailler, d'abord, c'était la seule issue. Quand on est 14-15 ans, l'issue qu'on avait, c'était de trouver de travail. Il n'y avait aucun système parallèle qui permettait de faire croire qu'on pouvait s'en sortir. La seule issue, c'était de commencer à travailler. Et moi, à 17-18 ans, j'étais bûcheron. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a plus de monde. Il y a aussi plus de monde et donc moins de place. Et il y a autant de surface de forêt, elle est moins bien exploitée qu'elle n'était. Monsieur le rapporteur, pour une annonce. Merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, Monsieur Foucret, vous avez parlé de porte-parole. Il faut des bons porte-parole pour des bonnes causes. Eh bien, cette mission aujourd'hui a vraiment besoin de porte-parole. Alors, on ne fait pas de musique, on ne fait pas de concert. C'est vrai que la mission n'est pas très sexy. On a quand même créé un blog. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous aider. On en parle à l'antenne en donnant l'adresse du blog. Ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est avoir des retours de jeunes. Alors, pas sur la musique, mais sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur ce qu'on a évoqué, la formation, l'orientation, le logement. Donc, vous laissez l'adresse et puis vous en ferez ce que vous voudrez. On va les lancer. Et même le blog n'est pas très sexy. Vous verrez. La curiosité de lancer d'ici là. Si vous avez la curiosité, regardez. Il faut préciser peut-être. Et donc, ce blog, on le lance à la fin de cette semaine. Voilà. À la fin de la semaine. Blog, bon, c'est la présentation. L'objectif d'un blog, c'est de... Alors, on va vous la donner, c'est http blog au pluriel .sena.fr/jeune au pluriel et /. Nous, on va vous le donner tout de suite. Voilà. Tenez, si vous voulez le passer à vos collègues. Ouais. On va mettre fin à cette table ronde. Nous vous remercions vraiment très sincèrement d'être venus. Merci pour la simplicité et la sincérité de vos propos. Et vous nous apportez vraiment quelque chose de tout à fait complémentaire avec les auditions auxquelles on a pu procéder préalablement. Donc voilà, moi je suis ravie que vous soyez venus. Et merci de nous avoir consacré du temps. Voilà pour cette table ronde. Cet après-midi, la mission d'information commune du Sénat sur la politique en faveur des jeunes poursuit ses auditions. Elle entendra Fadela Amara, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Je vous donne donc rendez-vous sur notre antenne à 16h30. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.